Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre magazine Interface. Une fois encore, nous vous retrouvons pour vous présenter, pour vous permettre de suivre les analyses de nos invités, pour vous mettre dans le parfum de la politique, de la gestion du pays d'une manière générale. Messieurs et dames, vous nous suivez en ce moment à travers les mondes, une émission que je suis en train de co-présenter comme à l'accoutumée avec Sarah Mbouy. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lai, très heureuse de débuter cette semaine avec les habitués de cette émission Interface. Alors, une seule thématique avec certainement des sous-points au sommaire de cette émission, les agitations au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous le savez, l'INC aujourd'hui, c'est parmi ce parti en cible. Vous avez suivi ce qui s'était passé la fois passée au niveau de l'Assemblée nationale lors de la première plénière de cette nouvelle législature où le président de l'INC, Vital Kamerhe, a été hué, voulais-je dire, à l'intérieur de l'hémicycle. Une situation qui crée certainement la méconfiance au sein de cette famille politique du président Félix Tshisekedi. Quelle analyse de faire de cette situation? Comment l'INC, quel est le point de vue de l'INC aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation? On en parle dans cette émission, certainement dans nos sous-points. On va revenir aussi sur les lois là-bas. Vous connaissez bien cette province. Je vais d'abord vous rappeler à ces déclarations du président Tshisekedi qui disait l'autre fois que Lualaba comme Poto lors de sa visite juste avant les élections, sa gestion aujourd'hui, est-ce que le Lualaba est en train d'être évolué? Est-ce qu'il faut espérer aux dirigeants qui sont de ses côtés? On ne manquera pas au cours de cette émission de mettre des avis à travers notre invité pour parler de cette province. Pour parler de cette thématique, nous recevons pour vous M. Sylvain Lumwanga. Il est coordonnateur de la cellule de communication de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle dans la province du Lualaba. Également, coordonnateur du mouvement Forum Jamais les Congo Sanou. M. Sylvain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Daniel, bonsoir à Mme Sarah. Bonsoir M. Sylvain. Merci de me recevoir cet après-midi. Alors, vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Comment se porte la province du Lualaba? La province du Lualaba, je dirais, elle se porte à merveille, tout va bien, malgré les tensions parfois, mais tout marche mieux. Tout marche bien, vous avez toujours l'habitude de venir à Kinshasa. Cette fois-ci, vous venez, vous restez quand même quelques temps. Vous avez sillonné la ville, je pense. Aujourd'hui, si on vous demandait de comparer Kinshasa et Lualaba. Bon, je viens souvent à Kinshasa. L'année qui vient de se terminer, je suis venu 3, 4 à 5 fois à Kinshasa. Cette année à peine, elle vient de commencer. Je suis là, mais comparer Kinshasa à la province du Lualaba, précisément à la ville de Kolwezi, c'est parfois une comparaison qui ne peut pas avoir lieu d'être. Pourquoi? Parce que Kinshasa, non seulement elle est la capitale, mais aussi elle est en même temps une province. Je parle sur le plan de développement, de la gestion même. Bon, sur le plan de développement, Kinshasa est beaucoup mieux développé que la province du Lualaba. En termes de développement, en matière des infrastructures aussi. Mais sur les conditions environnementales, Kinshasa est très développé, très moins développé, voulais-je dire, par rapport à la ville de Kolwezi. Partout à Kinshasa, on trouve des immondices dans des rues, des routes qui sont en état, je peux dire, d'ébriété par rapport à la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi, il est difficile de trouver dans une artère principale des nids de puits d'eau, des flaques d'eau par-ci par-là. Non. Est-ce que c'est par la rigueur des autorités qui dirigent cette province, d'une manière particulière cette ville de Kolwezi, ou bien c'est par la conscience de la population de ces coins? C'est le deux. Donc la rigueur des autorités qui dirigent la ville, mais aussi la conscience, les mentalités des Lualabais. Les Lualabais savent entretenir d'abord leur ville avant que les autorités se mettent au travail. Et à Kinshasa, c'est un problème de mentalité. Je n'insulte pas les Kinois, mais je constate que la mentalité des Kinois parfois met croc en jambe au développement de la ville sur le plan de l'assainissement. Un Kinois peut s'acheter une bouteille d'eau, boire de l'eau. Il sait bien que
il y a des poubelles quelque part, mais il se permet de jeter la poubelle sur une artère C'est ce principale. qui se passe pas au Lualaba. Oui, ça c'est une exception. Au Lualaba, même s'il n'y a pas de poubelle dans certains coins de la rue, vous allez constater que les citoyens lualabais va garder sa bouteille dans ses mains, dans un sac qu'il détient, jusqu'à ce qu'il va trouver la bouteille ou chez lui à la maison et puis la jeter. Alors, pardon Daniel, puisque vous êtes en train de parler de la mentalité de l'homme quinois, quelle méthode doit-on faire, ou bien qu'est-ce que nous devrons faire pour être comme le Lualaba? Voilà. Je vous donne un exemple. À l'époque du gouverneur Mouyej, dans la province du Lualaba, on avait créé ce qu'on appelle les ACM, les acteurs de changement des mentalités. On a recruté des jeunes, on les a formés, puis on les a déployés dans toutes les entités de la ville et de la province plutôt. Donc, les communes, le territoire, on les a formés à inciter la population à la culture de changement des mentalités. Donc, apprendre aux gens que ce qu'ils font ici, ce n'est pas pareil. Et avec ce genre de lobbying, même au niveau de la communication médiatisée, on peut changer les mentalités des Quinois. Mais ce n'est pas une mince affaire. Quand on constatera qu'à ce niveau-là, avec des techniques pareilles, des acteurs de changement de mentalité, ça n'a pas marché, il va falloir procéder à d'autres méthodes. L'usage parfois de fouet, hein, pour que l'homme congolais, l'homme quinois puisse parvenir à comprendre. Parce que je le constate, quelqu'un qui a une pleine conscience, qui achète une bouteille d'eau, il consomme l'eau, il constate que l'artère est totalement vide dans un boulevard, il se permet de jeter cette bouteille-là. Vous vous demandez, est-ce que cette personne-là n'a pas une conscience? C'est un problème de mentalité. Il s'est très mal habitué. Alors, pour briser cette habitude-là, il faut utiliser les méthodes les plus propices pour lui permettre à abandonner ses vieilles habitudes. Et ça marchera. Et ça marchera sûrement. Est-ce que la province de Lualaba est bien gérée aujourd'hui? La province du Lualaba est bien gérée aujourd'hui. Je dirais, oui, en quelque sorte, la province est bien gérée. Tout au début, après le départ du gouverneur Richard Mouyej Monguez-Mons, il y avait des tensions. Il y avait des tensions entre des formations politiques, il y avait des tensions entre des communautés qui ne s'attendaient pas. Mais depuis un temps, le gouverneur de province qui assure l'intérim, son Excellence Madame Fifi Masuka, a pu maîtriser quand même la situation au niveau de la province. Et puis avec le deux passages du président de la République, ça a pu mettre quand même de l'eau dans de bouteilles de vin qui réchauffaient un peu les tensions en province. Mouyej, Fifi Masuka, aujourd'hui au niveau de la gestion, il y a une différence? Est-ce qu'il y a une suite logique des projets que Mouyej certainement avait commencé quand, à l'époque où il était encore gouverneur de cette province, dont Masuka, à son arrivée, il a quand même pu suivre cette ligne? Bien sûr que oui, il y a eu la continuité de l'État. On dit la continuité de l'État. Fifi Masuka, son Excellence Fifi Masuka a fait ce qu'on appelle les affaires courantes. Il y a beaucoup de chantiers que le gouverneur Mouyej a laissés en province dans des conditions inachevées. D'autres même qui étaient lancés, mais dont les travaux n'avaient même pas débuté. Mais dès que son Excellence Fifi Masuka a pris les affaires à main, elle a pu faire le nécessaire pour que les chantiers évoluent. J'évoque le cas de l'aéroport international de Kolwezi, qui deviendra le meilleur aéroport de la République. Mais à un moment, on parlait des problèmes liés quand il y avait des intempéries qui certainement auraient touché la construction de cet aéroport. Bon, vous restez du côté de Lualaba, vous pouvez affirmer ça? Il y avait un problème. L'aéroport, les travaux de construction de l'aéroport ont débuté sous le gouverneur Mouyej. Le coût alloué à la construction de l'aéroport était un prêt, vous voyez, qui devrait être remboursé en nombre de quelques années par l'État au niveau de la province. Mais quand l'autorité provinciale est arrivée, l'actuelle autorité provinciale, Fifi Masuka, elle a préféré ne pas laisser l'État dans une dette quelconque. Elle a préféré payer la dette et faire construire l'aéroport aux frais du contribuable congolais. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous avez vu, les travaux ont été accélérés par rapport à la procédure qui était au début. Ce n'est pas pour dire que les travaux ont débuté sous elle, mais plutôt les travaux ont débuté sous Mouyej. Il y a le cas de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les travaux qui ont pris fin et le président de la République était venu inaugurer. Ça a commencé sous le gouverneur Mouyej, mais c'est terminé sous l'autorité provinciale. Il y a bien d'autres des chantiers pareils. Donc je peux dire qu'à ce point-là, tout marche mieux. Alors, dans ce point, tout marche mieux. Les gens disent ce qu'ils disent
par rapport au comportement de l'actuel gouverneur Fifi Masuka. Pour vous, Fifi Masuka est-elle une démocrate ou bien c'est une personne qui applique l'autoritarisme régional? Bon, ce que je peux dire en tant que politique... J'aimerais que vous puissiez nous dire ce qui se passe au niveau de l'Oualaba. Parce que moi, on nous a toujours dit qu'au niveau des provinces, les gouverneurs sont comme des présidents, ce sont des rois. Donc il y a des choses qui se passent là-bas, certainement que nous, à Kinshasa, nous ne connaissons pas. Vous voyez, d'abord, constitutionnellement, nous savons que l'autorité provinciale est représentante personnelle du président de la République en province. Elle jouit de tout pouvoir en province. Alors, ce qui qualifie Fifi Masuka de tout ce qu'on dit là, bon, je ne sais pas moi, mais je vis à Kolwezi, je connais la réalité qui se passe. Elle est une personne humaine. Elle a ses faiblesses, elle a ses défauts, mais aussi elle a ses qualités. Et surtout que c'est une femme. Moi, personnellement, la gestion d'une femme, je soutiens beaucoup la gestion d'une femme. Même si elle gère mal comme c'est une femme, il faut soutenir. Vous voyez, une femme, même le président de la République le disait, une femme, si elle se met à voler, elle vole avec modération. Mais elle vole quand même. Oui, même si elle vole avec modération. Mais un homme, si elle se met à voler, il vole sans même regarder que je tue la province. Vous voyez? Avec elle, j'admire quand même sa façon de gérer, malgré qu'il y a des tensions entre les formations politiques entre elles, mais en tant qu'autorité, elle s'implique toujours personnellement pour calmer les tensions et faire évoluer les choses au niveau de la province. Là-bas, la presse est-elle libre? Les journalistes travaillent avec beaucoup d'inquiétude. Oui, les journalistes travaillent avec beaucoup d'inquiétude dans la province du Lualaba. Beaucoup de journalistes travaillent mieux. Moi, j'étais à la cellule de communication du gouvernorat de province, à l'époque du gouverneur Richard Mouyège. Beaucoup de médias étaient accrédités au gouvernorat de province. Vous voyez? Et c'est resté inhabituel. Jusqu'à ce jour, des médias sont toujours accrédités au gouvernorat de province. Ce qui n'est pas le cas dans notre province. Dans notre province, vous trouverez, je prends le cas de la province du Haut-Katanga, récemment, on a résilié un contrat d'un grand média de la province. Malaïka. Oui, Malaïka, vous connaissez bien. Pourquoi? Parce qu'un média a diffusé un reportage qui va à l'encontre du gouverneur Jacques Yaboula. Mais ce qui n'est pas le cas au Lualaba. Au Lualaba, vous pouvez diffuser un reportage qui critique le gouverneur de province, mais au moins, vos contrats qui vous lient avec la province demeurent intacts. Vous voyez? On peut vous reprocher, par rapport à votre ligne éditoriale, éviter des injures, éviter de recevoir des journalistes qui profèrent des paroles malveillantes aux autorités. Faites votre travail en toute impartialité. C'est ça le travail d'un journaliste. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire une analyse d'une personne, pas d'une personne qui reste à Kinshasa, vu que vous êtes au niveau des provinces, vous au niveau de l'Olaba. Vous êtes coordinateur de la cellule de communication de l'INC, je le disais au rythme de cette émission. L'Union sacrée aujourd'hui, quelle connotation que vous donnez à cette famille politique du chef de l'État par rapport à tout ce qui se passe? Qu'on ne vous trompe pas. L'Union sacrée pour la nation, d'abord, c'est la vision personnelle du président de la République. C'est quoi la vision personnelle du président de la République? Le président de la République, quand il est venu à la magistrature suprême, il a constaté que le président de la République, quand il est venu à la magistrature suprême, voulais-je dire, il a constaté que on lui mettait des crocs en jambes par ses collaborateurs, les gens qu'il a succédé au pouvoir. Il a eu à supporter beaucoup de choses avec eux. Mais plus tard, il s'est décidé de faire renaître le Congo de ses cendres. Il a créé l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation n'avait pas une catégorie de personnes qui pouvaient intégrer l'Union sacrée. Mais toute personne qui portait à cœur la vision du Grand Congo dans la droite ligne avec le président de la République devrait intégrer l'Union sacrée. Les gens ont signé la charte de l'Union sacrée pour être derrière la vision du président de la République de faire un Congo uni, fort et prospère. Vous voyez? C'est comme ça que les gens ont adhéré à l'Union sacrée. Aujourd'hui, ceux qui vous disent qu'à l'Union sacrée, il y a des tensions, vous trompent. Ces gens-là sont en train de se servir des béquilles pour créer des brouhahas au sein de l'Union sacrée. Ces gens-là, qui sont ces gens-là? Bon, je peux dire les adversaires du président de la République.
Les adversaires du président de la République ne sont pas seulement dans les camps adverses. Ils peuvent être même au sein de l'Union sacrée, tout comme dans l'entourage du président de la République. Maintenant, ils manipulent l'opinion publique à certains niveaux sans se faire apparaître. Mais plus tard, nous allons les démanteler. Donc, qu'on ne vous trompe pas qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des tensions. Le climat est très calme au niveau de l'Union sacrée. Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, l'évolution de l'information, les publics, que vous pensez que les gens là que vous ne voulez pas donner des précisions sont en train de manipuler l'opinion publique. Aujourd'hui, les récepteurs n'est plus comment dirais-je, ils ne subissent plus l'oppression ou bien les dires de l'émetteur comme ce fut le cas aux années passées. Bien sûr que oui, je sais qu'aujourd'hui les Congolais n'est plus dupes pour être dribblés dans des mensonges, tout ça. Mais les Congolais savent lire les signes du temps. Mon très cher frère Daniel, les signes du temps peuvent parler. Les temps jadis et les temps actuels, les choses ne marchent plus de la même façon. Aujourd'hui au moins, les Congolais sont au courant qu'il va y avoir tel problème. Tous les Congolais sont au courant. Mais dans les temps jadis, la plupart étaient désintéressés de tout ce qui s'est passé de la gestion de la chose. Les Congolais ne sont pas au courant de tout parce qu'en tout moment on parle des secrets d'État, les gens ne sont pas informés de beaucoup de choses. Il y a des secrets d'État qui relèvent de la sûreté de l'État dont personne ne peut connaître à part les officiels. Est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'on puisse cacher une vérité à la population sous forme soi-disant qu'il s'agit d'un secret d'État? Mais bien sûr que oui. Dans une démocratie, c'est normal. Il y a des informations censées être secrètes pour la sûreté de l'État. Même quand c'est bénéfique pour que la population puisse se protéger elle-même. Des informations, mon frère, des informations censées porter à la sûreté de l'État n'ont jamais été bénéfiques pour la population. Si elles sont bénéfiques pour la population, les officiels voient toujours dans la mesure du possible comment ils peuvent en informer aux concernés. Alors, faire du chantage, faire je peux dire quoi, les jets de mots, manipuler l'opinion publique, créer des troubles dans la population, c'est de cette façon-là que beaucoup se comportent aujourd'hui. Les anciennes méthodes utilisées jusqu'à nos jours, mais ça ne passe pas. Donc vous reconnaissez que les Congolais ont souvent l'habitude d'être bernés? Oui, emportés par de rumeurs, de fausses informations. Ça, je l'affirme. Mais que faut-il faire pour empêcher ces rumeurs? Voilà. Vous, les journalistes, vous devez aider les autorités actuelles à taire le faux bruit. Éviter la propagation de faux bruits. Éviter le bidonnage, comme on le dit en journalisme. Alors, aujourd'hui, j'ai retenu certaines choses que vous avez citées ici par rapport à l'Union sacrée. Vous dites de faire du Congo un Congo uni, Congo fort et Congo prospère. Pensez-vous aujourd'hui que le Congo notre pays est nous vivons dans l'unité? Je dirais, sans mâcher les mots, que le Congo est sur la voie de l'unité. Le Congo est sur la voie de la prospérité. Et le Congo est en train de renaître de ses cendres. L'unité aussi, c'est le fait là de bannir le tribalisme. Oui. Et si aujourd'hui certaines personnes qualifieraient les présidents de la République comme un président tribal, par exemple, vu de ces nominations souvent au niveau du ministère ou bien au niveau des entreprises de l'État, vous allez voir certainement ces frères, des personnes qui ont certainement le même attribut avec les présidents de la République. Certainement, ça peut arriver qu'ils soient des personnes qui ont de la compétence, mais est-ce que le fait pour la majorité qu'on puisse nommer cette catégorie de personnes, ce n'est pas aussi une manière de faire reculer ce que vous parlez, vous qualifiez ici de l'unité du Congo? D'abord, moi je m'inscris en faux à ceux qui disent que le président de la République est tribal. Non. Si une formation politique ou certains groupes des individus qui se réclament être de la même région avec le président de la République se comportent en tribaliste, n'octroyez pas ça au président de la République. Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il ne peut pas se lancer dans de tels débats. Et ceux qui disent que ces nominations sont tribales mentent. Je vous donne un exemple. Le premier ministre chef du gouvernement est de l'espace Grand Katanga. Le directeur de cabinet du chef de l'État est de l'espace Grand Katanga d'où je viens. C'est certainement une minorité. Non, pas une minorité. Je vous dis, ceux qui évoquent ces cas-là
martèle aussi sur les hautes fonctions, donc les fonctions régaliennes de la République. Et il a bien fait un partage équitable. Et puis d'ailleurs, avec la nomination des membres du gouvernement, le président de la République, le gouvernement Samaïsi, s'est rassuré même de savoir tel est Moussoaïli, tel est Mungala, tel est Moulouba, tel est Moukongo, pour nommer dans le gouvernement. Chercher au moins la représentativité de chaque ethnie dans le gouvernement, pour bannir ça. Parce que dans les temps jadis, il y avait dans l'espace swahiliphone, il y avait, des Barégas qui se plaignaient à tout moment et ne sont jamais récompensés. Les Barégas ne sont jamais participatifs à la table de décision. Dans les temps jadis, vous faites allusion à l'ancien pouvoir. Oui, tous les anciens régimes qui sont passés. Je ne fais pas allusion juste à l'ancien pouvoir qui vient de partir. Je fais allusion à tous les anciens régimes qui ont précédé Félix Tshisekedi. Les Barégas, par exemple, c'est une expérience que j'ai vécue. La plupart n'ont jamais été. Ils se plaignent toujours. C'est toujours les Mouchi, c'est toujours les Baswahili, c'est toujours les Bakongo, c'est toujours les Bangals. Alors, avec Félix Tshisekedi, il a banni d'abord ça. Il parle d'abord du Congo. Mais du Congo comment, mais aussi il pense à chaque ethnie. Alors, à quel moment dans un pays sérieux, dans une démocratie, peut-on parler de la prospérité? Un pays prospère, à quel moment? Voilà. Dans un pays en voie de la démocratie, comme la République démocratique du Congo. Je dis bien, dans un pays en voie de la démocratie, comme la République démocratique du Congo, on peut parler de la démocratie si aujourd'hui l'article 23 de la Constitution de la République démocratique du Congo est garanti à tout citoyen congolais. Aujourd'hui, la liberté d'expression est garantie, même chez n'importe qui. Vous êtes sûr de cela? Bien sûr que oui. Il y a des gens qui s'expriment dans des chaînes de télévision, dans des médias qui profèrent... Et contraquent après. Non. Si. Ceux qui sont reprochés par les officiels, c'est parfois ceux qui font outrage au président de la République. Vous voyez. Mais si quelqu'un vient dans... Vous pensez que dire la vérité, exposer une vérité auprès de la population, c'est de l'outrage? Non, il faut savoir les intentions qui nous animent quand on dit la vérité et comment on oriente cette vérité-là. Vous savez, quand on donne une vérité de la mauvaise manière, ça incite la population. Et pour vous, c'est quoi la mauvaise manière? Voilà. La mauvaise manière, c'est que vous savez bien que le président de la République a mal agi telle part. Dites à la population que le président a mal agi telle part, il fallait que le président revoie sa décision. Mais commencer à insulter le président, commencer à lui traiter d'incompétent, commencer à lui traiter de tribaliste parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Vous voyez un peu ces intentions-là. Et là, le ministère public va se saisir du dossier à travers le procureur. Mais l'affaire du tribalisme est remarquable par tout le monde. Bon, l'affaire du tribalisme, ce n'est pas une affaire qui a commencé sous Félix. C'est une affaire qui a commencé depuis longtemps. Et Félix est en train de combattre ça. Il est le seul citoyen congolais qui combat le tribalisme. C'est peut-être les gens de l'espace Grand Kasaï ou les gens qui l'entourent qui profitent de ce pouvoir de Félix Tshisekedi pour faire du mal aux gens au nom du tribalisme. Et ça, je vous l'ai dit, le président ne le permet même pas. En connaissance de cette personne, il ne le permet même pas. Il combat le tribalisme jusqu'à la dernière énergie. Et qu'est-ce le président est venu. Excusez, je termine. Ne le permet pas. Le président, ouais. Je vous donne l'exemple de l'espace Grand Katanga. Le président, parce que les conflits tribalo-ethniques, c'est souvent entre l'espace Grand Kasaï et l'espace Grand Katanga. D'abord, le président de la République lance une table ronde à Lubumbashi. Il vient à Lubumbashi. Il a parlé à ses frères et sœurs de l'espace Grand Kasaï à cœur ouvert. Quand vous arrivez dans une région qui n'est pas la vôtre, apprenez à respecter les us et les coutumes d'un coin. Vous trouvez que dans ces coins, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Respectez. Si chez vous, on les fait, faites-les en catimini, dans un milieu restreint, où les gens de la région ne peuvent pas vous voir. Vous voyez. D'abord, il a l'âme et la conscience de respect de la personne humaine chez soi. La Constitution de la République permet à tout citoyen de vivre dans l'espace où il se sent mieux à vivre. Mais quand on va chez autrui, on se comporte un peu bénévolement. Alors, quand les gens de cette région-là se révoltent contre vous, vous avez agi comme ça, ça devient du tribalisme. Vous voyez un peu? Alors, on doit savoir comment on se sert de ces mots-là, tribalisme, comment on parle de tribalisme pour orienter. Il y a des choses qui ne sont pas du tribalisme, mais qualifiées du tribalisme, qui sont la logique des choses. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous. Moi, je m'investis chez vous.
Chez vous, peut-être, vous avez mis une loi. Chez vous, on ne peut pas manger ça, on ne peut pas manger ça. Je donne un exemple. Moi, j'arrive chez vous, je me mets à manger un repas que vous avez interdit que personne ne peut manger. Selon vos coutumes, selon vos cultures. Nous avons un ministère de la culture et art. On demande aux pays voisins, on demande au monde de respecter notre culture, la rumba congolaise. Si on demande que la culture congolaise soit respectée, au niveau de nos groupements et de nos tribus et ethnies, pourquoi on ne peut pas demander aussi que cela soit respecté entre nous mutuellement? C'est ça les grands problèmes. Un pays qui se dit fort, qui se proclame être fort, un pays qui ses voisins agressent en tout moment, un pays qui est incapable de contre-attaquer l'agression de ses voisins, est-ce que ce pays-là peut continuer à continuer à se proclamer d'être un pays fort? D'abord, avant d'aborder ces sujets, j'aimerais d'abord m'incliner aux âmes qui ont péri hier soir, avant-hier et qui continuent à périr jusqu'aujourd'hui dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, précisément à Saké, à Minova et aussi à Chacha. Il y a des déplacés massifs. Voilà. Ce que je peux dire, un pays en guerre peut aussi parler de la démocratie. Parce qu'un pays qui est en guerre n'a pas les mains croisées. Un pays qui est en guerre en ce moment, mais qui est en train de combattre l'ennemi. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Oui, nous sommes en guerre. Je vous dis, nous sommes en guerre. Mais la guerre est déclarative, vous le savez bien. Oui, bien sûr. La à guerre quel moment la RDC a déclaré voilà. la guerre? La guerre est déclarative. Il y a des normes qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de déclarer la guerre à un pays qui l'agresse. Le président l'a même bien dit. La moindre escarmouche. Oui, à la moindre escarmouche. Mais on est en train de tuer les gens aujourd'hui. Voilà. La moindre escarmouche n'arrive voilà. Pour déclarer maintenant la guerre, il faut réunir le Parlement en congrès. Jusqu'alors, c'est les bureaux d'âge qui siègent encore. Il faut installer un bureau définitif au niveau des deux chambres. Les sénateurs ne sont pas encore élus pour convoquer les parlements. Même quand il s'agit d'une urgence où la population est en danger, on ne peut pas prendre des mesures exceptionnelles justement pour essayer de sortir la tête de l'eau. Il faut attendre jusqu'au moment où on va installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale, installer les votes au niveau des Sénats, certainement la publication du gouvernement pour agir, appliquer la fameuse moindre escarmouche. Les méthodes urgentes qui sont prises en ce moment, ce n'est que combattre l'ennemi. Renforcer au niveau des moyens logistiques, nos FARDC qui sont en train de mouiller les maillots au front. C'est la seule méthode urgente que nous pouvons prendre en ce moment. En attendant que nous aussi, la population, nous soutenons nos officiels. Par exemple, sur Twitter, il y a une campagne qui est lancée sur Twitter depuis hier. Tout Congolais détenant un compte Twitter est en train de tweeter au moins il y a un génocide en RDC. C'est pas la première du milieu fois qu'on puisse lancer ce genre mais de ça, campagne. écoutez, mais les répercussions, c'est pas une mince affaire. Ça interpelle la communauté internationale. C'est pas la première fois. Ça interpelle le monde entier. Toutes ces années, ça n'a jamais interpellé la communauté mais de la internationale. manière dont ça prend de l'épaisseur, c'est différent que toutes ces années. Vous voyez? Il y a aussi la façon dont nous prenons la chose à bras le cœur. Il y a même nos léopards qui sont en train de jouer la canne, qui se sont permis de faire une publication pour dire il y a génocide. Cédric Bakambo a pris ces instants. Sûrement, ils prendront encore ce mercredi des instants pour lancer un message. Dire qu'on tue en RDC, mais le monde est silencieux. La même force que les médias internationaux, tout comme nationaux, prennent pour diffuser la canne sur l'étendue du territoire national, tout comme dans le monde. C'est cette même force qui doit être prise pour dénoncer l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime depuis plus de 20 ans. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de la part de notre pays, de la part de la République démocratique du Congo, un grand pays, puisque le Rwanda a commencé à pleurnicher à un moment où le Rwanda pose des actes concrets certainement que nous sommes en train de voir sur le terrain et qui ont des répercussions sur la population congolaise. Et nous, certainement, pour arriver à un moment à contre-attaquer, nous sommes là sur les réseaux sociaux en train de pleurnicher, en train de rappeler, d'appeler chaque jour qui passe la communauté internationale. Ce n'est pas pleurnicher, ce n'est pas une faiblesse. Le président de la République n'est pas un homme faible. Il n'est pas quelqu'un qui pleurniche, mais c'est un grand diplomate.
il fait de la diplomatie agissante. Vous voyez? Il fait de la diplomatie agissante. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays à la taille de l'Afrique. Si aujourd'hui, on charge un drone armé parmi les nouveaux drones que nous avons acquéris de la Chine et de la Turquie, on arme juste un drone en direction de Kigali. Vous croyez qu'en Kigali, on va aller trouver des vivants là-bas? Mais il faut le faire. Il n'y aura personne là-bas. Mais en respect du droit, des accords du droit international, les accords du droit international Que les Rwandais n'arrivent que pas à nous respecter. avons signé en tant que pays Le Rwanda membre. aussi a signé ces mêmes accords. Bien sûr que oui. Que le Rwanda a aussi signé mais qui ne respecte pas. Mais nous, la République démocratique du Congo, qui est un pays agressé, respecte, nous portons notre voix plus fort au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand cette guerre était tout au début, vers 2019, la voix de la République démocratique du Congo n'avait pas été entendue. Je m'excuse, mais à ce stade, elle est au plus haut niveau. Ce qui n'était pas le cas. Le président de la République ne ménage aucun effort pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ça, vous devez le retenir. Et si aujourd'hui, si votre petit frère, votre enfant vous posait la question aujourd'hui, papa, c'est quoi la superficie de la RDC? Vous allez donner quelle réponse? 2 345 000. Comme toujours. Sans Bunagana. Non, Bunagana est dans la République démocratique du Congo, quoique sous occupation des rebelles. Et avec certitude, bientôt nous allons récupérer Bunagana. Mais pourquoi attendre seulement les cris du SOS venant de gauche à droite, là je vois nos léopards, pour finalement agir? Apparemment, lorsqu'il s'agit de la guerre en province, il y a les autorités qui sont silencieuses. Madame Sarah, j'aimerais vous expliquer une chose. Vous savez, la République démocratique du Congo a signé des accords qui les lient avec certains pays. Je l'ai dit tout haut aujourd'hui sur ces médias, qu'aujourd'hui, tous les Congolais ont découvert que les États-Unis d'Amérique plutôt sont en train de financer le Rwanda pour nous agresser. Les États-Unis sont en train d'armer le Rwanda à tous les niveaux. Vous imaginez? Nous, pendant que le président de la République refuse de négocier avec les rebelles, le secrétaire d'État américain Anthony contacte le président de la République et le facilitateur dans la région des Grands Lacs, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour les dialogues avec les rebelles. Mais le président de la République est intransigeant. Il ne peut pas dialoguer avec les rebelles sous couvert du Rwanda. À l'époque de Barack Obama, c'était pareil, qui a été imposé à Joseph Kabila de dialoguer avec les rebelles. C'est à l'époque du républicain Donald Trump que le M23 a disparu. Et à l'époque du démocrate Joe Biden, les rebelles du M23 renaissent de leurs cendres. Les démocrates sont des mauvais. Moi d'ailleurs, je soutiens la candidature de Joe Biden à la présidentielle américaine prochaine. Que les démocrates qui sont hypocrites, qui tuent en RDC. Et nous ne cesserons de faire passer ces messages comme je les fais passer sous votre média. Au Congo, les femmes sont violées, les parents sont tués sous silence de la communauté internationale. Comme nous ne cessons de les faire passer, on tue. Et c'est comme ça. Sous silence de tout le monde. Vous étiez aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Les Américains vous ont dit. Nous étions à l'ambassade. Nous étions à l'ambassade des États-Unis. Nous sommes dans un pays en voie de la démocratie. Nous sommes un pays en voie de la démocratie. Oui, oui. Ok. Respectueux. Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays en voie de la démocratie, mais dans un état très avancé. Avec notre comportement en tant que démocrate. Même ceux qui se disent démocrates au monde ne sont pas plus démocrates que la RDC. Parce que tuent en silence en RDC. Voilà, nous étions à l'ambassade des États-Unis aujourd'hui pour dénoncer ces génocides congolais. Comment imaginez-vous des images très horribles, vilipendées sur les réseaux sociaux, où on est en train d'immoler des citoyens congolais et diffuser des caméras?
Faites un saut au camp de Kanyarucha à Goma. Vous verrez comment les femmes et les enfants souffrent. Souffrent, pas pour la guerre, mais pour la faim. Pourquoi? Parce qu'ils sont des déplacés internes. Et c'est là sous silence du monde entier. Mais c'est avec Alors, ça que vous allez nous avons fait un de mémo à l'unité. l'ambassade, je m'excuse, nous avons fait un mémo à l'ambassade des États-Unis pour dénoncer cela. Et l'ambassadrice des États-Unis en RDC a fait même une déclaration pour dire que les États-Unis d'Amérique restent préoccupés avec la situation et souhaitent qu'il y ait dialogue entre les M23 sous couvert. Non, nous on ne veut pas du dialogue. On veut que les Rwandais qui soutiennent les M23 quittent les territoires congolais, point barre. Alors, monsieur Sylvain, l'organisation de l'INC aujourd'hui au niveau de votre province, le Lualaba, dont vous êtes les coordonnateurs chargés de la communication, comment l'INC est organisée dans cette province? Je commence par présenter mes salutations au secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, l'honorable Christian Massoudi, mon chef, pour ce travail de titan qu'il a abattu aux échéances électorales que nous venons de faire face. L'UNC, pour la première fois, je les martèle, hein, pour la première fois dans la province du Lualaba, l'UNC a remporté 3 sièges à l'Assemblée provinciale. Donc, les regroupements politiques AAUNC et Alliés a remporté 3 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale. Tous les 9 sièges des conseillers communaux de la commune de Dilala et 2 sièges dans la commune de Manika. C'est ce qui aurait posé problème avec Fifi Masuka, l'actuel gouverneur. Voilà, c'est les tensions qui ont frustré l'autorité provinciale pour pouvoir s'opposer à l'UNC, en se demandant comment est-ce que l'UNC à lui seul peut gagner 9 sièges au niveau des conseillers communaux de la commune de Dilala. Mais l'UNC s'est bien organisé. Les conseillers communaux, les candidats conseillers communaux de l'UNC ont bâti campagne au niveau de la province et se sont fait élire valablement. Et cela a frustré l'autorité provinciale jusqu'au point où elle était en train de manipuler même des procureurs, les officiels. Donc cette information selon laquelle que Madame Fifi Masuka serait en train de manigancer des choses justement pour essayer de récupérer certains sièges au niveau de l'élection des conseils municipaux, est-elle vraie? Oui, je confirme l'information, sans mâcher les mots. L'autorité provinciale Fifi Masuka était en train de préparer une magouille pour étouffer l'INC au niveau de la province du Lualaba, récupérer des sièges que l'INC a valablement gagnés, selon les résultats publiés d'une façon provisoire par la Commission électorale nationale indépendante. Je martèle que l'INC a gagné 9 sièges de conseillers communaux au niveau de la commune de Dilala et 2 sièges au niveau de la commune de Manika. Alors, quels peuvent être les profils pour les prochains collaborateurs du chef de l'État? Voilà. Les profils pour le prochain collaborateur du président de la République, c'est d'abord les jeunes. Le rajeunissement de la classe politique doit s'imposer à tous les niveaux. Les jeunes d'aujourd'hui, dont certains minimisent, peuvent mieux aider le président de la République. Mais apparemment, on a cassé tous les jeunes pour les élections. Écoutez, on n'a pas cassé tous les jeunes pour les élections. Si un jeune n'a pas pu se faire élire, évitons ces termes-là. Ce sont des termes vulgaires qui se parlent dans la cité. Ils ont triché, on a nommé les députés. Vous et moi avons vu quelque part où on a nommé les députés. La CENI a publié les résultats. Elle a envoyé tout ce qu'il faut à la Cour constitutionnelle. Si vous doutez des résultats, allez-y, il y a les instances compétentes où vous pouvez adresser vos requêtes. La Cour constitutionnelle est là, elle va trancher. Vous voyez, le président de la République doit travailler avec les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Il faut aussi des pères, des vieux. Parce que même dans l'administration, que ce soit dans une société privée ou dans une entreprise publique, quand vous arrivez, vous avez toujours besoin de l'expérience des gens qui fréquentent déjà la chose depuis des années pour mieux avancer. Et vous apportez aussi votre expertise. Mais ces gens, les jeunes ont juste l'amour pour amasser de l'argent. Les jeunes ont l'amour du pays. Les jeunes rêvent d'un grand Congo comme le président de la République. Mais les anciennes figures ne rêvent que pour leur ventre et pour eux-mêmes.
Alors, C'est pour ça son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de l'économie nationale, son Excellence Vital Kamerhe, prône pour la jeunesse. Par exemple, chez nous à l'UNC, le secrétaire général de l'UNC, c'est un jeune. C'est le tout seul jeune secrétaire général d'un grand parti politique dans ce pays. Alors, Billy Kambale. alors, dans la judiciaire politique congolaise, quelle place que vous pouvez placer Vital Kamerhe aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la gibecière politique congolaise, je place Vital Kamerhe comme un homme d'État que ce pays n'aurait jamais connu. Un homme, Un homme d'État que ce pays doit préserver. Une bibliothèque que le pays doit garder. un homme d'État qui a été accusé des détournements, vous savez, ces fameux procès de 100 jours. Je ne veux même pas aller sur ce terrain-là. Le président de la République lui-même l'a tranché à Goma au devant Françoise Pouela et Christian Lusakweno, ainsi que sur Top Congo, que Vital Kamerhe n'a jamais détourné même un rond Mais on l'a du quand même contribuable. hué. On l'a condamné On injustement. l'a quand même hué. Non, oui, on l'a hué, oui. Pourquoi? Parce qu'on nous a brandi un procès spectaculaire pour faire porter un chapeau à un innocent. Vous voyez? Le seul projet, le président de la République a un comité de pilotage au niveau de la présidence de la République, chapeauté par M. François Mwamba, qui fait le suivi de tous les chantiers lancés par le président de la République. Et selon les rapports de ces comités-là, les seuls chantiers lancés par le président de la République exécutés à 83%. C'est le programme d'urgence des 100 jours coordonné par son Excellence Vital Kamerhe. Mais qui a croupi en prison injustement pendant 2 ans. Mais lui-même l'avait dit, lorsque le vrai juge d'ici s'écarte de la vraie justice, le juste juge va rétablir l'innocent dans ses droits. L'innocent a été établi dans ses droits et le président de la République l'a appelé de nouveau à servir la République à des nouvelles fonctions. Et le voilà au service de la nation. Est-ce que la création du PSR aujourd'hui, c'était pas une erreur, une précipitation de votre part au niveau de l'INC? La création du PSR n'est pas une erreur. La création du PSR n'est pas une rébellion au niveau de l'union sacrée, comme certains les qualifient. La création du PSR, c'est plutôt, je dirais, une réponse à l'impératif de concevoir des réformes de l'émergence de la République. N'est-ce pas, vous rêvez au niveau de l'INC de récupérer même ce poste du Premier ministre? Non. Son Excellence Vital Kamerhe n'est pas un obsédé des postes, je vous l'ai dit. Je connais bien cet homme. Il n'est pas un obsédé des postes. Son Excellence Vital Kamerhe à l'UNC, il nous a toujours prêché. Très chers compatriotes, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Ça, ce sont les paroles de Vital Kamerhe. On peut te mettre un huissier dans un cabinet ministériel, mais c'est toi qui dois donner la valeur à ton métier. Tu dois faire en sorte que ton métier soit convoité par d'autres personnes. Il n'est pas un obsédé de poste. Il a déjà servi ce pays à différentes fonctions de hautes envergures dans ce pays. Vous pensez qu'il a échoué comme ministre de l'économie? Non, non, il n'a pas échoué. Par contre, allez-y vérifier. Les agents de l'administration au niveau de l'économie nationale applaudissent Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a trouvé un fonctionnaire de l'État dans l'administration de l'économie de l'État, je vous informe, qui touchait les derniers, qui touchait 75 000 francs congolais. Et à ce jour, ces derniers est à 1 million de francs congolais comme rémunération. Il nous avait promis ici d'aller chercher des sacs de maïs au niveau de la Zambie, mais il n'a jamais amené ça ici dans ce Non, pays. Vital Kamerhe n'avait pas promis. Vous voyez, madame, ce que je disais, que le mensonge va à l'ascenseur et la vérité va par les escaliers. Vital Kamerhe n'avait pas promis. Vital Kamerhe avait procédé aux méthodes les plus urgentes pour pallier à la crise alimentaire dans l'espace Grand Katanga. En attendant, il fallait que nous puissions faire l'agriculture. Vous voyez? Alors, je suis en train de finir pour dire Vital Kamerhe n'est pas obsédé des postes. Vital Kamerhe a eu beaucoup d'élus après l'UDPS aux élections. Vital Kamerhe et ses collaborateurs ministres, Julien Paluku
et Tony Kankou, les hauts représentants du chef de l'État, ont créé le pacte pour un Congo retrouvé pour appuyer les 6 raisons ou visions phares du président de la République pour son 2e quinquennat, décliné lors de sa prestation de serment au Stade Martyr. Alors, en parlant de ça, qu'est-ce que la population peut attendre des députés nationaux? Voilà. La population de la République démocratique du Congo doit attendre aujourd'hui des députés nationaux qui sont nouvellement élus. Je dois marteler que 377 députés sont au moins de nouvelles figures, je m'excuse, qui n'ont jamais été au Parlement. Donc cette population doit attendre au moins de ces élus-là des résultats probants, de contrôler le gouvernement et de faire en sorte que les désidérata au niveau de la population soient réglés sur toute l'étendue du territoire national. Alors, voici ma dernière question. Je suis curieux de vous poser cette question. Oui. Je ne voulais pas la poser, mais je dois en profiter pour vous la poser. À l'époque, nous étions dans la configuration du Grand Katanga. Donc, vous étiez ensemble, le Lualaba, et puis toutes ces provinces-là. À l'époque où Moïse Katumbi était gouverneur de cette province, quelle est la place que vous donniez à Katumbi à l'époque? Qui était Katumbi pour vous dans l'ancienne configuration? C'est une question aussi où je ne voulais pas aborder. À l'époque de Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, vous savez, moi j'ai étudié au Katanga à l'époque de Moïse Katumbi, gouverneur. Il a des actions concrètes bonnes qu'il a posées quand il était gouverneur. Il y a aussi des méandres qui sont arrivés sous sa gouvernance. Mais au moins, on ne peut pas comparer aujourd'hui le fonctionnement du Katanga actuel et le fonctionnement de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse dirigeait les grands Katanga. Et aujourd'hui, le Katanga est démembré en 4 provinces. Alors, si on se met de mettre les bilans des 4 provinces ensemble, comparé au bilan d'un seul gouverneur à l'époque, je dirais que le bilan des 4 provinces est élogé par rapport au bilan d'un seul gouverneur du Grand Katanga. Monsieur Sylvain Lumwanga, merci d'avoir répondu, voulais-je dire, à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur chargé de la communication de l'Union pour la nation congolaise, INC, en sigle dans la province de Lualaba. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Merci, madame Sora. Merci à vous, monsieur Sylvain. Merci à toi aussi, Daniel Roland Live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis demain, 16h, pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.